panique atroce dans les rangs des forces armées ukrainiennes que Zelensky tente de dissimuler par ses déclarations triomphalistes. La seule vérité ici, c'est que les Russes sont revenus pour reprendre ce qui leur appartient et qu'ils démantèlent méthodiquement, pièce par pièce, la défense de l'armée ukrainienne. Dans une direction en plus très importante, mais pourtant parmi les moins commentées. Aujourd'hui, nous allons voir avec quelle stratégie les Russes avancent de plus en plus. Plus loin, vers Siversk, Liman, des avancées, mais il faut dire avec un goût très amer doux. Puisqu'ici, une fois de plus, d'horribles crimes ont été commis par les forces armées ukrainiennes que nous commenterons juste à la fin de cette vidéo. Nous commençons, comme d'habitude depuis le début, cela fait un bon moment que nous n'avons pas commenté les dernières actualités du front ukrainien. Nous sommes de retour ici directement depuis le Donbass, depuis le lieu des faits, avec des contributions réalisées par les militaires de la Fédération de Russie. Et auparavant, nous étions dans l'actualité internationale, à laquelle, je pense, nous devrions tous prêter au moins un minimum d'attention. Bien sûr, je parle de ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza, et voici le reportage que j'ai récemment réalisé à ce sujet. Nous le devons à ces civils par humanité. Et aujourd'hui, nous parlerons aussi d'autres civils, cette fois d'origine ukrainienne. Vous direz qu'ils sont russes, mais ils sont en fait d'origine ukrainienne. Et l'Ukraine les a encore attaqués, son propre peuple. Mais procédons étape par étape. Tout d'abord, Volodymyr Zelensky qui traverse actuellement une période extrêmement difficile à cause de ce qu'Israël fait dans la bande de Gaza. Ce n'est pas à cause des civils qu'on ne se trompe pas, mais parce que plus les États-Unis accordent d'attention à cette question, moins l'Ukraine en recevra au final. Et tout cela, très probablement, sera limité. Eh bien, ces photos des premières dames, comme cela s'est produit récemment lors de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni, habillé en jaune et bleu. Mais cela, exactement, en combien d'argent, ce qui est la seule chose qui intéresse Zelensky, cela va-t-il se traduire? Cela dit, il ne cesse de dire qu'au front, tout se passe avec une normalité totale, absolument parfaite. L'armée ukrainienne maintient ses positions. Bien sûr, c'est un mensonge, encore un mensonge, puis un autre. Puisque même dans les directions où l'armée russe n'était vraiment pas présente. Ces derniers mois, du moins en termes d'avancées significatives, la situation s'est maintenant réactivée, et beaucoup. Nous parlons tout particulièrement de la Siversk-Liman, d'ici. Les troupes de la Fédération de Russie ont dû se retirer en 2022, tout comme elles ont dû quitter d'autres localités importantes, comme par exemple Kherson. C'est ici que, lors de l'un de mes voyages dans le Donbass, j'ai parlé avec les civils qui fuyaient l'armée ukrainienne, qui les poursuivait, après les avoir qualifiés de collaborateurs pro-russes. Voici ce reportage comme avant-goût du crime dont nous allons parler aujourd'hui. Mais en ce qui concerne les avancées stratégiques, elles sont méthodiques, même si elles ne sont pas très importantes, et c'est ce qui nous explique pourquoi c'est l'un des fronts les moins commentés, peut-être par les analystes. La Fédération de Russie utilise ici ce que l'on pourrait appeler la stratégie du millefeuille. Tout d'abord, bien sûr, une fois de plus, elle encercle la localité en question et tente d'avancer depuis les trois flancs en même temps. Vous le voyez sur la carte? Mais en plus de cela, elle divise la zone en une sorte de petits morceaux. Eh bien, ce qui nous rappelle justement la pâte feuilletée une fois qu'elle est cuite. Et avec ces petites avancées, elle parvient à s'affirmer, à pénétrer sur le territoire ennemi. Et surtout, elle essaye de faire en sorte que ces avancées se fassent principalement par les flancs. Elle exerce une pression très forte sur ces trois flancs en même temps, puis avance pratiquement de front par le centre. C'est ainsi que, par exemple, la prise de la localité d'Avdiivka a eu lieu. Les troupes de la Fédération de Russie essaient actuellement d'utiliser la même stratégie dans la ville de Pakrovsk. Aussi, et cette direction ne fait aucune exception. En termes d'avancée territoriale, il est vrai qu'elles sont assez modestes. Nous parlons d'environ 15 km² ces derniers jours. 15 km, ce n'est pas tant que ça. Mais cela a un détail extrêmement significatif qui, selon moi, change absolument tout. Ce que la Russie essaie de faire avec cette pression constante,
ce n'est pas seulement de permettre à ses propres troupes d'avancer beaucoup plus rapidement et facilement dans d'autres directions du front, mais elle essaye aussi d'y aller petit à petit. Oui, mais en contrôlant au moins par le contrôle du feu les principales routes. Et maintenant, nous parlons des principales routes qui mènent à l'Imam, d'où venaient précisément ces réfugiés que j'ai interviewés. En fait, l'une des avancées les plus importantes de l'armée russe en ce moment consiste précisément dans le fait d'avoir pris, il y a à peine quelques heures, sous son contrôle de feu, la dernière route praticable qui restait vers la localité de l'Imam. Cela, bien sûr, compliquera énormément la logistique ukrainienne. Déjà, l'Ukraine perd des dizaines de ses véhicules militaires sur ces routes. Maintenant, ils vont très probablement se multiplier, mais pas seulement cela. Car grâce à ces petites avancées de près de l'Imam, la Fédération de Russie a également réussi à contrôler, une fois de plus par le contrôle du feu, l'importante route de Slaviansk et Joum, sans laquelle, sans la couper, il est impossible de continuer à avancer vers l'agglomération de Slaviansk et Kramatorsk. Dans ce sens, bien sûr, je dois vous rappeler que ce front, le front de Seversky-Man ou la poche de Seversk, comme on peut aussi l'appeler, constitue le flanc nord de cette agglomération. Des avancées très importantes, mais avec un goût doux amer, car c'est précisément ici, sur ce front, particulièrement dans la localité de Chandrigoulova, où les forces armées de la Fédération de Russie ont été confrontées à un crime terrible et atroce de l'armée ukrainienne. Je ne peux pas vous montrer les images complètes, seulement quelques captures d'écran. Les images elles-mêmes, je les partagerai comme d'habitude sur ma chaîne Telegram. Liusivaya ou @Liusivaya dans celui-ci. Il y a 2 soldats ukrainiens, 2 soldats russes, 2 soldats russes. Les soldats russes ont essayé de négocier avec lui, c'est ce qu'ils racontent eux-mêmes, de négocier avec lui et de lui proposer de s'échapper et de le laisser s'échapper. Mais avant, il devait libérer les otages. Il a fini par les pousser vers la rue, tout cela se passait à l'intérieur d'une maison. Il a fini par les pousser vers la rue et a ouvert le feu en rafale, blessant sur le coup un soldat de la Fédération de Russie. Tant la femme que l'enfant ont essayé de s'échapper. Les soldats russes présents sur les lieux ont aidé l'enfant. Ils ont pu le sauver et le mettre en sécurité dans une maison. Elle était en train de courir lorsqu'elle a été attaquée par un drone ukrainien. Oui, une fois de plus, l'Ukraine a fini par attaquer ses propres civils. Des soldats russes, 2 soldats russes en particulier, se sont dirigés vers la scène pour essayer de lui porter secours lorsqu'un autre drone s'est approché d'eux. Ils ont vraiment pensé que ce que le drone voulait, c'était les attaquer. Alors, ils se sont éloignés pour l'attirer et ainsi sauver la femme. Mais ce qu'il a fait a glacé le sang de tout le monde. Il a attaqué la civile. Je comprends en la tuant. C'est très difficile à regarder, c'est très difficile à raconter. Et pourtant, cela constitue la terrible réalité contre laquelle on se bat chaque jour sur le front ukrainien. Une réalité rarement montrée par les médias occidentaux, donc je pense que c'est mon devoir au moins d'en parler. Elles apparaissent dans ces rapports. J'espère que vous le comprenez et merci d'avoir été ici un jour de plus.